Acculée, des dizaines de lames pointées sur la gorge, Mabel voit sa vie basculer. Les soldats sont formels, elle est la sorcière à l'œil maudit, et ils réclament déjà sa tête. Sans la moindre explication, la pauvre jeune femme est traînée de force et jetée dans un cachot immonde. Tout ça à cause d'une vieille légende qui veut que, dans ce monde, avoir les cheveux rouges attire les pires ennuis. Une sorcière aurait juré de revenir un siècle plus tard pour tout réduire en cendres, et comme le délai vient de s'écouler, c'est Mabel qui hérite du mauvais rôle dans cette mascarade. Enfermée depuis 3 jours, elle ressasse à sa chute brutale. Comment la fille d'un marquis, fiancée au prince de surcroît, a-t-elle pu finir ainsi alors qu'elle perd tout espoir? Sa sœur Helena débarque en jouant les tragédiennes. La sainte blonde n'est pas seule, elle est escortée par le chevalier de la famille pour donner du poids à sa mise en scène. Elle lâche alors la bombe, le grand prêtre a été retrouvé mort et des témoins jurent avoir vu une rousse aux yeux d'or rôder sur les lieux. Le dossier est bouclé et le peuple est déjà convaincu de sa culpabilité. Mabel le sait, si elle est officiellement déclarée réincarnation de la sorcière, son destin s'achèvera sur l'échafaud. Mais Helena, toujours si prévenante, sort un document et lui propose une issue signée des aveux reconnaissant un accident pour qu'elle puisse reprendre l'affaire en main. Le chevalier en rajoute une couche sans signature, c'est l'exécution immédiate. Helena jure sur son titre de sainte que c'est l'unique moyen de sauver l'honneur de la famille et de l'innocenter plus tard. Terrifiée à l'idée d'entraîner les siens dans sa chute, Mabel cède au désespoir. Helena l'enlace à travers les barreaux avec une affection qui sonne terriblement faux. C'est le geste d'une sœur exemplaire, le genre à vous lancer une bouée en plomb pour être certaine que vous ne refassiez jamais surface. Dès qu'elle récupère les aveux signés, le masque tombe. Helena contemple le papier avec une lueur avide et crache enfin le morceau, maintenant qu'elle a sa signature. L'exécution est inévitable. Mabel est pétrifiée. Elle ne peut croire que celle qui l'a toujours protégée soit une telle ordure. Apparemment, Helena a décidé que le meilleur moyen de s'attirer les faveurs du peuple était de leur offrir le cadavre de sa propre sœur en pâture. Espérant encore qu'il s'agisse d'une blague atroce, Mabel lui demande pourquoi elle lui répétait sans cesse qu'elle l'aimait. La réponse d'Helena est cinglante: parce qu'en te disant ça, tu faisais absolument tout ce que je voulais, net et précis. La blonde visait le trône depuis le début et n'allait pas laisser une sœur inutile s'y installer avant elle. Les autres princes étant déjà 6 pieds sous terre, son fiancé Raoul est devenu l'unique héritier. Helena se voit déjà reine. Elle quitte la cellule sans un regard en arrière, suivie par Ricardo, un garde du corps au charisme d'une plante verte. Mabel hurle derrière ses barreaux, suppliant Ricardo de l'aider, mais l'homme s'éloigne comme s'il ne l'avait jamais croisé. Elle comprend enfin que son affection fraternelle n'a servi qu'à empiler le bois de son propre bûcher. Le jour du spectacle arrive. Mabel est attachée à un poteau au milieu de la place publique, et celui chargé d'allumer le feu n'est autre que Raoul Magnolia, son propre fiancé. Surnommé l'exécuteur des enfers, il ne vole pas sa réputation. Il la toise avec une froideur plus cuisante que les flammes, comme s'il sortait les poubelles un lundi matin. Raoul ne perd pas une miette de l'instant, il profite de la cérémonie pour parader devant la foule, pendant que sa promise se change en cendres. Il lâche la torche et la foule exulte comme si on venait de marquer le but de la victoire. En pleine agonie, Mabel ressent une haine plus brûlante que le brasier. Elle aurait voulu être cette sorcière pour utiliser le pouvoir de l'œil maudit et les rayer tous de la carte. Et alors que tout s'éteint, un sablier surgit du néant et le temps vole en éclats. Mabel rouvre les yeux sous une capuche avec un éclat doré qui promet de régler chaque dette avec les intérêts. La victime est morte, place à la véritable sorcière. Mabel se retrouve dans l'obscurité face à une femme mystérieuse qui en sait visiblement long sur la situation. Sans un mot, l'inconnu dépose un baiser sur son front, comme pour lui transférer un pouvoir directement dans l'esprit. Les yeux de Mabel la brûlent et son regard se transforme radicalement, le signe qu'elle détient désormais un don bien plus terrifiant qu'une simple malédiction. Avant d'avoir pu comprendre ce qui lui arrive, elle se réveille en sursaut dans son lit trempé de sueur. Le souvenir des flammes lui brûle encore la peau. Elle est totalement perdue il y a un instant, elle n'était que cendre, et la voilà de retour dans sa chambre, en pyjama, comme si de rien n'était. Kate, la seule employée de la demeure qui ne soit pas une moins que rien, entre pour lui annoncer qu'il est temps de commencer la journée. En entendant le programme, Mabel se décompose, elle doit se rendre au château de Raoul pour fêter sa promotion. C'est là qu'elle réalise qu'elle a remonté le temps de 2 ans. C'est une chance inespérée d'éviter de finir grillée sur la place publique. À cette époque, Raoul n'était que le 3e prince, un paria méprisé pour son illégitimité. On l'avait fiancé à Mabel parce que personne ne misait un centime sur lui. Ce que personne n'avait vu venir, c'est que la peste allait donner un sacré coup de pouce à sa carrière. Elle a emporté tous ses frères aînés en à peine une semaine, lui laissant le trône sur un plateau d'argent sans qu'il ait à lever le petit doigt. Mabel enfile sa plus belle robe pour faire bonne figure, tout en essayant d'intégrer qu'elle est revenue au moment précis où tout a commencé à basculer. Elle avance dans le couloir, luttant pour ne pas s'effondrer, quand soudain, sa sœur Helena surgit devant elle. Mabel se fige devant cette blonde dont la douceur est plus fausse qu'un billet de Monopoly, une femme capable de l'envoyer à l'échafaud sans sourciller pour s'accaparer un peu de pouvoir. Helena l'interpelle avec désinvolture, mais intérieurement, notre héroïne revit la seconde exacte de sa propre mort. Pendant le dîner, l'ambiance devient si pesante que personne n'ose plus mâcher. Le père de Mabel, avec la subtilité d'un rouleau compresseur, lui rappelle qu'elle est la honte de la famille car elle ne possède pas une once de magie.
Elena profite de l'humeur exécrable du vieux pour lancer son offensive avec son plus beau visage d'ange. Elle propose d'envoyer un cadeau à la fille d'une comtesse et suggère que Mabel se charge de la broderie. C'est toujours le même manège, la rousse doit s'esquinter les doigts à coudre pour que la blonde puisse ensuite se vanter de talent qu'elle n'a absolument pas. Dans sa vie passée, Mabel acceptait d'être la petite main de sa sœur, mais aujourd'hui, les règles ont changé. Dès qu'Elena joint les mains pour la supplier, Mabel lui lâche un nom si sec qu'il résonne dans toute la salle. Un silence de mort s'installe. Son père manque de s'étouffer et se lève d'un bond, n'en revenant pas que sa ratée de fille ose l'ouvrir devant le joyau de la famille. Mabel ne cime même pas face au hurlement du patriarche. Avec un calme olympien, elle retourne l'argument si ce lien avec la noblesse est si crucial, la logique veut que le cadeau soit confectionné par la personne la plus douée de la maison, c'est-à-dire Elena. Prise au piège de son propre rôle de fille parfaite, la blonde n'a d'autre choix que d'accepter la tâche pour ne pas passer pour une menteuse. Premier round pour Mabel, mais pas le temps de savourer, car elle doit maintenant s'attaquer au vrai problème, le prince Raoul. L'homme qui, dans le futur, l'a fait exécuter sans l'ombre d'un remords, un type avec l'empathie d'un caillou et une réputation de monstre. Le simple fait de repenser à son visage lui donne des vertiges, mais elle sait qu'elle doit avancer ses pions avant qu'il ne prépare la guillotine. Sur le chemin du château, les rumeurs de la rue confirment que le bougre est un danger public. Raoul a la délicatesse d'un lance-flamme. Il a récemment réglé une invasion de mythes vampires en rasant la forêt entière, convaincu que la meilleure façon d'éliminer un problème est de ne rien laisser debout. C'est avec ce passif en tête que Mabel arrive au rendez-vous, prête à voir si le prince fait le poids face à quelqu'un qui connaît déjà la fin de l'histoire. Tout a commencé 6 mois avant le retour dans le temps, quand le roi plaçait ses pions. Comme son fils Raoul enchaînait les victoires militaires, il décida de le récompenser en l'alliant à la prestigieuse maison Furiaria. Le souci, c'est que Raoul n'est pas du genre à accueillir les gens avec des fleurs. On l'appelle le bourreau du feu infernal, un gars qui a la fâcheuse habitude d'incinérer tout ce qui le contrarie. Elena, jouant les victimes à la perfection, a juré qu'elle en était terrifiée et que même ses pouvoirs de sainte ne la protégeraient pas d'un tel individu. Ce petit drame a fait les affaires du père plutôt que de risquer sa fille préférée. Il a préféré sacrifier Mabel, le prince étant un bâtard. Pour ses parents de l'année, la fille qu'il considérait comme un fardeau était la monnaie d'échange idéale. Le prince aux cheveux blancs a pris ce changement au dépourvu comme une insulte personnelle. Pour lui, recevoir l'incompétente au lieu de la prodige était un message de mépris. Il a donc décidé de lui rendre l'appareil. Il l'a tellement ignoré que la pauvre a passé des mois à n'être qu'un simple meuble de plus dans le palais. Château. De retour au présent, notre héroïne n'a qu'une idée en tête, se débarrasser au plus vite de cet héritier à la mèche courte. Elle n'a rien oublié de sa vie antérieure, quand Elena avait ordonné son exécution par pure jalousie. Dès que les héritiers étaient passés de vie à trépas et que Mabel s'était retrouvée en tête pour le trône, la blonde n'avait pas supporté de voir sa sœur aînée au-dessus d'elle. Soudain, le bourreau déboule dans la pièce avec une tête de déterré, lui demandant ce qu'elle fiche là avec la chaleur d'un glacier. Loin d'être intimidée, Mabel a l'impression de décrocher le gros lot. Que ce type soit un ours mal léché est la meilleure nouvelle de la journée s'il ne peut pas la piffrer. Elle n'aura qu'à se servir de ce rejet pour faire capoter les fiançailles en un claquement de doigts. Elle lui sort alors son baratin habituel, affirmant qu'elle avait envoyé une lettre pour prévenir de sa venue, mais que le prince a dû s'en mêler les pinceaux dans son courrier. L'ambiance est tellement électrique qu'on pourrait la couper au couteau jusqu'à ce qu'un officier vienne annoncer que le thé est servi. Une fois au jardin, elle en profite pour mener son enquête sur les chefs du temple présent. Elle doit savoir exactement qui rayait de la carte quand elle lancera sa purge. Raoul l'observe d'un air méfiant, persuadé que la rousse ne fait jamais rien sans une idée derrière la tête. Dès qu'il se retrouve seul, il se lève et la coince contre son siège avec un regard pesant. « Qu'est-ce que tu manigances ?» lui lâche-t-il de but en blanc. Mabel sent la pression monter, mais elle s'accroche à son excuse en tant que fiancée. Elle veut simplement être au courant de tout. Raoul ne gobe pas son histoire, et c'est là que ça dérape. Le type perd totalement patience et des flammes jaillissent autour d'eux comme si un réservoir d'essence venait d'exploser. C'est sa fameuse fureur magique, ce surplus d'énergie qui dévaste tout sur son passage dès qu'il sort de ses gonds. La jeune femme reste de marbre face au brasier jusqu'à ce que, sans prévenir, le feu s'éteigne brusquement. Il lui ordonne de ne pas bouger, prétextant qu'il a quelque chose à lui donner avant de s'éloigner avec un calme olympien assez flippant. Encore tremblante, notre héroïne se confirme que son futur mari est un véritable danger public. Mabel sait qu'elle ne peut pas baisser la garde une seule seconde. Raoul est une bombe à retardement et elle est en plein dans le rayon d'explosion. Pendant ce temps, dans le bureau royal, un employé est au bord de l'apoplexie en suppliant le prince de l'excuser pour une erreur administrative. Il s'avère que le responsable des archives a égaré une lettre de la fiancée. Le bourreau le fixe comme s'il choisissait déjà la couleur de son cercueil et le prévient qu'il n'y aura pas de seconde chance. Le pauvre bougre s'enfuit avant de finir en cendres. Mais dès que la porte se referme, le masque de dur à cuir du prince tombe d'un coup. Il contemple l'enveloppe avec une délicatesse insoupçonnée et avoue que celle-ci est exactement la 10e. Le gars qui terrorisait tout le monde il y a une minute affiche maintenant un regard tout mou et soupire comme s'il allait à son premier encart. En fait, le grand bourreau est le président du fan club de la rousse, un grand romantique qui collectionne ses lettres en secret pendant que le reste du monde tremble devant lui. Il reste là, à l'appeler sa bien-aimée,
confirmant que son obsession atteint des sommets. L'ère patibulaire du prince n'était que du cinéma. Alors que Mabel se demandait s'il allait l'envoyer à l'échafaud, Raoul, lui, était en pleine admiration. Il la dévorait des yeux, pensant qu'il ne pouvait rien exister de plus parfait sur cette terre, faisant un effort surhumain pour garder son visage de marbre et ne pas griller à quel point il est raide dingue d'elle. Le souci, c'est qu'en voulant paraître naturel, il a pris un ton digne d'un interrogatoire de police. Il lui a demandé avec une intensité flippante pourquoi elle s'intéressait de si près à sa cérémonie d'investiture. Mais Mabel, plus vive que lui, l'a mouché avec une réponse imparable, c'est son devoir de tout savoir puisqu'elle sera la future consort. Là, le cerveau de Raoul a court-circuité. Le petit prince s'est emballé, persuadé qu'elle est à fond parce qu'elle meurt d'envie de l'épouser au fond. C'est juste un caniche qui joue au loup. C'est pile à ce moment qu'un de ces papillons magiques à l'allure louche s'est introduit dans le jardin pour s'en prendre à elle. Raoul l'a repérée au vol et, d'un simple claquement de doigts, il l'a littéralement effacée du décor pour ne pas l'effrayer. La bestiole a disparu avant même qu'elle ne remarque sa présence. Après cette petite démonstration de magie de nettoyage, on fait un bond dans le temps. Raoul réapparaît avec un coffret, essayant tant bien que mal de gérer ses propres démons. Persuadé que sa réputation de bourreau des enfers le précède, il est convaincu que Mabel le déteste. Il a même envisagé de rompre les fiançailles, le gars est solide, mais il a ses limites. Il s'approche pour lui remettre un écrin contenant un collier somptueux, le genre de bijou qui vaut le PIB d'un pays. C'est une relique portée par toutes les princesses héritières, mais pour ne pas avoir l'air trop désespéré, il lui sort que c'est un simple prêt puisque rien n'est encore signé. C'est bien le seul type du royaume capable de vous offrir le trésor de la couronne en prétendant qu'il vous le prête juste pour éviter qu'il ne prenne la poussière dans un tiroir. Mabel accepte le cadeau même si la situation lui semble surréaliste dans sa vie antérieure. Ce bijou lui était parvenu par courrier, pas en main propre. Pour couronner le tout, Raoul prétexte un problème de livraison pour justifier le fait qu'elle n'ait jamais reçu sa lettre. Elle s'excuse alors pour son manque de savoir-vivre, tandis qu'il rejette la faute sur les services postaux. S'ensuit un silence si pesant qu'on aurait presque envie de commander un Uber pour s'enfuir de la pièce. Mabel n'arrive pas à croire qu'il essaie de s'excuser à sa manière, et c'est ainsi entre bijoux prêtés et pardon maladroit que la nuit tombe sur le château. Alors que Mabel dort, on découvre enfin la vérité sur sa première vie. Raoul ne l'a pas tuée par haine, mais parce qu'il était éperdument fou d'elle. À l'époque, Mabel avait été condamnée pour sorcellerie et malgré les cris de Raoul pour prendre sa défense, personne ne daigna l'écouter. Le roi, un vieux débris qui a dépassé sa date de péremption depuis belle lurette, posa un ultimatum à son fils, soit il l'immolait lui-même avec ses propres flammes, soit le vieux s'en chargerait personnellement. Une méthode très pédagogique pour lui rappeler que le devoir royal prime sur n'importe quel sentiment. Raoul finit par obéir aux ordres, mais il a pété les plombs l'instant d'après. Dès qu'elle a disparu, le jeune homme est entré dans une rage folle, réduisant tout en cendres autour de lui, entre les cris et les larmes. Un geste d'amour pour le moins destructeur, il s'est assuré que le royaume entier ne soit plus qu'un tas de poussière, veillant à ce que personne n'ait jamais à se donner la peine d'hériter du trône après lui. Mabel se réveille en sursaut, hantée par ce regard désespéré de Raoul qui lui brûle désormais la mémoire. L'image de l'assassin de sang-froid qu'elle gardait en tête ne tient plus la route, il y a quelque chose dans cette histoire qui ne colle pas. Pendant ce temps, Elena entre en scène. La sœur blonde joue les saintes nitouches, mais sa liste de péchés est plus longue que son héritage. Elle se plaint que jouer la fille parfaite est un sacrifice insupportable, montrant bien que sa gentillesse n'est qu'une vaste comédie. Comme Mabel ne se laisse plus marcher sur les pieds, Elena stresse cette lueur de rébellion dans les yeux de sa sœur, est en train de bousiller tous ses plans. Elena n'est pas stupide, et faute de pouvoir frapper quelqu'un, elle passe ses nerfs sur un pauvre chat errant qui passait par là. Elle le dévisage comme s'il était une erreur de la nature et ordonne à Ricardo de le faire disparaître de sa vue immédiatement. Le type est une véritable machine à obéir, il lève la main et, en un éclair, la pauvre bête se retrouve changée en bloc de glace. Une fin plutôt glaciale pour un chat qui ne faisait que traverser le jardin. Mabel observe la scène depuis sa fenêtre, le cœur au bord des lèvres, mais Elena, elle, savoure le spectacle. Elle ricane en disant que le chat a maintenant l'air aussi pathétique que sa sœur et suggère à son toutou de compagnie qu'il pourrait faire subir exactement le même sort à Mabel pour abréger leur souffrance à toutes les deux. Ricardo acquiesce sans sourciller pour lui, planifier un meurtre a autant d'importance que de choisir une marque de lait au supermarché. Mabel reste pétrifiée en comprenant que sa propre sœur vient de signer son arrêt de mort avant même l'heure du déjeuner. Ricardo n'a pas une once de pitié. Ce type utilise sa magie pour congeler un chaton sans défense avec son habituel visage de marbre, prouvant qu'il est un sadique fini. Mabel le regarde depuis la fenêtre, terrifiée, et elle s'élance, bien décidée à intervenir, mais s'arrête net en plein élan, le regard perdu dans le vide. Dans ses souvenirs, Ricardo était quelqu'un de totalement différent. Enfant, il était déjà réservé et peu expressif, certes, mais il n'avait rien d'une menace. Elle revoit encore ce jour où il avait trouvé un oisillon tombé du nid. Au lieu de l'achever, Ricardo avait grimpé à l'arbre pour le remettre à sa place, sans dire un mot. Si vous pensez que le gamin avait encore un cœur, vous pouvez oublier, ce souvenir appartient clairement à une autre vie. Le petit garçon qui sauvait les oiseaux a disparu depuis bien longtemps, c'est une évidence. Pendant ce temps, dans un coin, les bonnes s'en donnent à cœur joie côté potin, elles disent que Ricardo est devenu un vrai spectre, qu'on le surnomme désormais le tueur de sang-froid. Et ce n'est pas seulement à cause de ses pouvoirs de glace, mais parce qu'il vous élimine sans scier. Le type est une véritable machine à broyer les obstacles.
C'est alors qu'apparaît Elena, la petite blonde au visage d'ange qui joue les saintes avec tout le personnel. Elle distribue quelques sourires de façade et les domestiques tombent direct dans le panneau, la traitant comme une déesse sans se douter qu'elle les méprise au plus haut point. Elena adore manipuler les gens qui n'ont aucune idée de sa vraie nature. Les servantes ne comprennent pas pourquoi la princesse apprécie un type aussi sinistre. Mais la raison est simple pour une manipulatrice comme Elena, avoir un chien de garde qui soit une arme de destruction massive est un luxe absolu. Heureusement pour Mabel, le drame familial va devoir attendre. Les gens du palais sont arrivés pour l'essayage de la robe. Malgré les complots, elle doit être impeccable pour la cérémonie. Mabel respire enfin, car le prince ne montre pas le bout de son nez, mais elle sait qu'elle ne peut pas baisser la garde une seule seconde. Kate sort faire quelques courses et la rousse se retrouve seule à tuer le temps avec un bouquin. En cherchant une ferrure pour réparer un meuble, elle se retrouve avec la poignée dans la main. Un vrai désastre. On ne voit bien qu'Elena a le budget du palais alors qu'elle doit se contenter de celui d'une pension miteuse. Même ses tiroirs tombent en lambeaux. Comme les autres domestiques sont des vipères finies, elle décide de s'en occuper elle-même. Elle file droit vers la remise, persuadée qu'une vis de travers ne va pas lui gâcher sa journée, sans remarquer que quelqu'un la suit de près. À peine est-elle entrée dans le hangar qu'elle entend le claquement sec de la porte qui se referme derrière elle. Elle essaie d'ouvrir, mais rien à faire. Il n'y a pas de serrure, quelqu'un l'a bloquée exprès de l'extérieur. Et voilà Elena avec son sourire de détraqué savourant sa petite méchanceté. Mais ce n'est pas une simple blague de gamine capricieuse, Elena est du genre à vous rayer définitivement de la carte. Sentant un regard pesant dans son dos, Mabel comprend qu'elle n'est pas seule. Ricardo, le boucher personnel de sa sœur, l'attendait dans l'ombre. Il sort une dague avec le calme olympien de celui qui sait déjà exactement où il va frapper. Il n'est clairement pas venu pour l'aider à bricoler, mais bien pour terminer la sale besogne de sa maîtresse. Mabel réalise que le plan pour l'éliminer est en marche et qu'elle n'a nulle part où se cacher. Ricardo surgit brusquement dans la remise, sa lame brillant sous la faible lueur. La jeune femme se voit déjà dans l'autre monde, certaine que sa main ne tremblera pas au moment de l'achever. Pendant ce temps, au manoir, c'est le branle-bas de combat. Les domestiques courent dans tous les sens car la protagoniste reste introuvable pour l'essayage de sa robe. Elena, la soi-disant sainte petite sœur, joue la comédie et affiche un air faussement inquiet. Elle insinue qu'elle s'est peut-être retrouvée enfermée quelque part. Elle a un sacré flair pour les devinettes. Vous ne trouvez pas la blonde s'éclipse dans le jardin, un sourire machiavélique scotché aux lèvres. C'est servir de Ricardo pour écarter sa sœur, c'est presque trop facile. On dirait qu'elle triche, mais bon, ça n'en reste pas moins jubilatoire. Elle savoure déjà d'avance la tête que fera le prince Hall quand il se rendra compte qu'on lui a posé un lapin. Une vraie peste en toute sa splendeur, qui s'imagine même déjà en train de piquer la robe de Mabel. Elena cherche à joindre son homme de main pour faire le point, mais Ricardo reste aux abonnés absents. Pendant ce temps, au fond de la remise, notre rousse. Elle ferme les yeux, persuadée que son heure a sonné. Sauf qu'au lieu de sentir la lame, elle l'entend lui dire de ne plus bouger, sous peine de s'en mêler les cheveux. Il s'avère que la dague ne servait qu'à dégager une toile d'araignée qui traînait par là. Un assassin avec une hygiène irréprochable apparemment. Mabel se demande s'il se paie sa tête ou s'il est vraiment sérieux. Ricardo lui assure qu'on l'a simplement chargé de ranger l'endroit de fond en comble, mais comme d'habitude, il reste totalement indéchiffrable. Finalement, le gars la plante dans les yeux et lui retourne la question: qu'est-ce qu'elle fabrique, elle, dans un endroit pareil? Non, mais j'y crois pas. On a failli faire un arrêt cardiaque pour un simple petit nettoyage de couloir. Si le boucher sort sa dague pour éviter que l'héroïne s'en mêle les pinceaux avec ses cheveux, alors vous en mêlez pas et foncez direct sur le bouton like, abonnez-vous pour ne rien rater et dites-moi en commentaire quel autre manhwa vous voulez voir sur la chaîne. Allez, à la prochaine! Owen s'était quitté sur ce chat bien vivant qui venait flinguer l'alibi de Ricardo. Son air impassible ne colle plus du tout avec les faits. Il est temps de fouiller dans son passé pour découvrir qui lui a passé la corde au cou. C'est ainsi que commence la deuxième partie de 2 des 3 Vengeurs sont obsédés par moi. Ricardo sert peut-être de frigo d'appoint à cause de sa magie de glace, mais ne restez pas figé pour autant. Faites chauffer le bouton like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire qui est la vraie sainte d'après vous. C'est parti! Ricardo la rattrape de justesse avant qu'elle ne s'étale de tout son long, mais elle sent soudain quelque chose frôler ses pieds et lâche le cri de sa vie. Sauf que ce n'est pas un rat, c'est le petit chat gris qu'il était censé avoir liquidé ce matin sur ordre de la peau de vache qui lui sert de sœur. Il s'avère que l'exécuteur a finalement plus de cœur que toute cette famille réunie, il lui explique que l'ordre était de l'écarter, pas de l'effacer définitivement du paysage, alors il a simplement décidé de le plonger dans un profond sommeil. Mabel respire enfin et commence à s'amuser avec la petite bête, convaincue que son chevalier cache un cœur d'or sous ses airs patibulaires. Jusqu'à ce qu'elle remarque un détail. Le type s'est entaillé le visage en voulant la protéger l'instant d'avant. Elle lui tend son propre mouchoir, toute chamboulée pour l'homme qui, en théorie, est censé l'assassiner dans le futur, mais il l'ignore royalement et tourne les talons sans dire un mot. Elle se fait déjà tout un film, persuadée qu'il la déteste et que ses jours sont comptés. Si tu savais, ma pauvre fille, Ricardo, lui, est sur une autre planète, il s'en veut à mort que son sang impur ait failli souiller les mains de sa sainte. Le tueur le plus craint du royaume est en fait le président de son fan club. S'il a pris ses distances, ce n'est pas par mépris, mais parce qu'un regard de plus, et c'est lui qui tombait raide mort de timidité. Officiellement, c'est un chevalier de la maison Furiaria, mais c'est du pipeau. En vérité, c'est juste le chien de garde chargé des sales besognes, un tueur de sang-froid qui porte une peau d'homme uniquement pour ne pas effrayer le voisinage.
Pourtant, le gamin n'a pas toujours été une arme. Issu d'une lignée noble ruinée par un parent criminel, il a fini au tapis et croupissait dans la misère jusqu'à ce que le patriarche des Fouriaria ne mette la main sur lui. Voyant que le gosse maîtrisait la magie de glace, il l'a acheté comme on achète un frigo, un meuble pratique qui ne bronche pas quand on cogne dessus et qui garde les boissons au frais gratuitement. Une fois marqué du sceau d'esclave, on lui a bien fait comprendre que sa vie ne lui appartenait plus, mais Ricardo s'en moquait, il n'avait même plus la force de les haïr. Tout a basculé le jour où il a croisé Mabel. Elle n'était qu'une gamine quand elle a débarqué avec un chien géant qui ressemblait à un nuage sur pattes. La bête a sauté sur Ricardo et Mabel lui a sorti que les chiens sentent quand quelqu'un a le cœur pur. C'était la première fois qu'on traitait le gamin comme un être humain et depuis ce jour, elle est la seule sainte dans ce panier de crabes. Avec le temps, la roue a fini par tourner. Elena a été portée au nu pour ses pouvoirs tandis que Mabel était traitée comme une moins que rien par sa propre famille. Ricardo la regarde sans comprendre comment elle peut sourire à un monstre comme lui. Elena a peut-être le titre officiel mais pour lui, il n'y a aucun doute la vraie sainte, c'est Mabel. Et en parlant de la sainte de pacotille, Elena ne tarde pas à pointer le bout de son nez pour lui rappeler que chez eux, l'affection se mesure en menaces. Elle se plante devant lui avec son visage d'ange et lui dicte ses règles désormais. Il est son chevalier personnel et doit être corvéable à merci pour ses moindres caprices, tout en lui faisant bien comprendre que Mabel doit sortir de son radar. La blonde ne prend pas de gants et lui lance un ultimatum, soit il file droit, soit il va arriver un sale coup à la rousse. Une sœur en or, vraiment. Ricardo reste de glace et pas à cause de sa magie. Elena sait parfaitement ce qu'il fait dans l'ombre et le tient par là où ça fait mal grâce au sceau d'esclave qu'il porte dans le dos. Il se sent comme un pitbull muselé, réalisant qu'il n'est qu'un accessoire de plus dans la collection de la méchante et qu'il n'a aucune chance de s'enfuir avec la rousse sans finir entre quatre planches. Un peu plus tard, Mabel panique dans un entrepôt crasseux parce qu'elle est en retard pour l'essayage de sa robe. Elle sait que si elle ne se pointe pas, Prince Raoul va lui faire une scène dont tout le royaume se souviendra. Quand son garde du corps apparaît, la petite commence par empoigner une hache pour se frayer un chemin comme une brute. Calme-toi, tu n'es pas bûcheronne. Ricardo l'arrête avant qu'elle ne casse tout et utilise sa magie de glace pour faire sauter le cadre de la fenêtre sans réveiller tout le palais. Mabel file à son rendez-vous en le gratifiant d'un sourire qui lui ferait presque croire qu'il est un type bien. Elle lui dit qu'elle est contente qu'il ne soit pas du genre à faire du mal à un chaton, puis s'en va. L'ironie c'est que le gars a un code éthique très précis, il ne tue pas les animaux parce qu'on ne le paie pas pour ça, mais si le chat avait une prime sur la tête, il finirait déjà en descente de lit. Il reste seul dans le jardin, le regard vide, mais il n'est pas vraiment seul. Une ombre massive aux yeux brillants surgit derrière lui pour se moquer de son malheur. On dirait que la liste des marionnettes de ce manoir vient de s'allonger. Pour Ricardo, la première fin de Mabel fut un véritable cauchemar. Il avait dû se résoudre à la regarder partir sans pouvoir esquisser le moindre geste. Ce n'était pas par lâcheté, mais à cause de ce sceau qu'il porte dans le dos. Une sorte de collier électrique invisible à la moindre désobéissance, sa maîtresse peut le supprimer d'une simple pensée. Il a passé sa vie à apprendre qu'on ne survit qu'en fermant sa boîte, mais aujourd'hui, il a décidé qu'il en avait assez de jouer les esclaves. Puisque l'exécution de la rousse est prévue pour demain, Ricardo a foncé pour la sauver avec un plan pour l'envoyer là où personne ne pourra jamais la débusquer. Il sait pertinemment que s'il se fait pincer, c'est la fin, mais il se dit que mourir pour elle serait encore la plus belle façon de tirer sa révérence. Pauvre naïf. Il oublie que dans ce genre d'histoire, le destin a un sens de l'humour particulièrement tordu. Alors qu'il pense avoir le champ libre, la reine des toxiques surgit de l'ombre. Elena l'attendait de pied ferme, arborant ce sourire de psychopathe qui vous fait comprendre que la partie est perdue avant même d'avoir commencé. Le garçon est pétrifié, il ne s'attendait pas à ce que la patronne soit de sortie nocturne pile à cet endroit. Il finit par s'épancher et avoue que Mabel est la seule raison pour laquelle il n'a pas encore lâché prise, mais Elena n'en a strictement rien à faire de sa déclaration d'amour. Elle part d'un rire dément et active brusquement le seau dans son dos. La marque commence à lui consumer la peau et Ricardo s'effondre au sol, se tordant de douleur. Il voulait jouer les héros de cinéma, il finit au tapis en moins d'une minute. Elena savoure sa méchanceté comme personne et lui rappelle qu'elle a déjà l'aval du père pour disposer de sa vie comme elle l'entend. Alors qu'il gît à terre comme une loque, elle lui caresse la tête avec une tendresse qui donne froid dans le dos. Elle lui murmure que c'est bien dommage, car il ne pourra même pas revoir celle qu'il aime avant de rendre son dernier souffle. Adieu Ricardo, lâche-t-elle comme on jette un sac poubelle avant de s'éloigner d'un air angélique, le laissant là complètement brisé. Pendant ce temps, Mabel est déjà de retour au château, comme si de rien n'était. Sa camériste est au bord de la crise de nerfs après l'avoir cherché partout, mais la rousse ne scie pas d'un poil. Mabel demande où en sont les couturières avec un calme olympien, juste au moment où Elena débarque en jouant les sœurs parfaites devant tout le monde. Mabel l'a bien cernée, elle a compris qu'Elena espérait qu'elle arrive en retard pour la faire passer pour une irresponsable devant les invités. Sauf que cette fois, le plan a foiré. L'essayage commence et on lui apporte une robe noire terne qui a autant de charme qu'un jour d'enterrement. Les domestiques cancanent dans son dos, répétant que ses cheveux rouges portent la poisse et qu'il est impensable qu'une fille pareille devienne princesse. Mabel se fixe dans le miroir et se rappelle que dans sa vie passée, elle avait accepté ce chiffon immonde juste pour se faire oublier. C'était la tenue idéale pour la fille soumise qu'elle était, mais cette version d'elle n'existe plus.
Sans l'ombre d'une hésitation, elle désigne une robe bien plus imposante rangée dans un coin et annonce à la couturière que c'est celle-là qu'elle veut. La femme en reste bouche bée, elle n'en revient pas que la petite chose fragile de la famille ait soudain un avis sur la question. Mais Mabel lui décoche un sourire qui n'a rien de doux et l'envoie au boulot. Elle n'est plus d'humeur à ce qu'on lui dicte quoi porter ou comment vivre sa vie. À l'autre bout du palais, le prince Raoul reçoit le rapport confirmant que les préparatifs de la garde-robe avancent à merveille. Raoul a moins de patience qu'un client dans une file d'attente et congédie le messager, il ne veut pas qu'on lui gâche l'effet de surprise. Le prince est persuadé que Mabel sera sublime peu importe ce qu'elle porte, c'est le genre d'homme amoureux qui a une confiance aveugle en sa moitié. Ce qu'il ne soupçonne pas, c'est que sa fiancée a déjà pris une décision radicale pour changer le cours de son destin. Mabel ne compte pas se laisser envoyer à l'abattoir une seconde fois, elle a bien l'intention de rompre les fiançailles en pleine cérémonie et de tout envoyer valser pour sauver sa peau. Quel final de dingue, on sent que Mabel n'hésite plus une seconde. Si elle a envoyé valser cette robe ennuyeuse pour reprendre son destin en main, alors vous aussi, faites changer la couleur du bouton like tout de suite. Abonnez-vous pour ne rien rater du drama qui se prépare et dites-moi en commentaire quel prochain manhwa vous voulez voir sur la chaîne. Allez, à plus.